Bienvenue à vous sur ce nouveau tuto Python. Alors on poursuit notre séquence de vidéos dédiées aux fonctions et on va cette fois-ci s'intéresser à la notion de fonction lambda. On parle aussi de fonction anonyme. C'est la même chose, ce sont des synonymes. Lambda ou fonction anonyme égale même combat. Bon, et c'est clair, la première fois où on est confronté à ces syntaxes, des fois on reste un petit peu scotché parce que c'est pas évident à lire et à comprendre au premier abord. Donc avant de vous noyer dans ces histoires de lambda, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par introduire un besoin via un petit programme où on va utiliser des fonctions traditionnelles. On verra que ce ne sera pas si propre que ça. On en rediscutera. Et une fois qu'on aura compris pourquoi ça ne me plaît pas, après on introduira cette notion de lambda pour voir si oui ou non, effectivement, c'est mieux. Bon, je pense que vous êtes prêts, donc on y va. Alors j'ai préparé un petit bout de code, d'accord ? Ceux qui ont fait les TP avec les tutos précédents, là, savent que j'aime bien souvent jouer avec mes agents secrets, là. Donc c'est parti, on a ici une collection de listes, une collection qui est une liste de listes et qui contient donc des agents secrets. Bon, ceux-ci sont assez connus, assez célèbres. Et donc, vous retrouvez en première colonne les prénoms, en deuxième colonne le nom de famille, et en troisième colonne des emails fictifs, d'accord, pour ces agents. Très bien. Ensuite, on fait un for. For spy in spies, et donc un à un, on va afficher ces agents sur la console. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. On a nos affichages qui sont ici, c'est parfait. Maintenant, ce que je veux faire, c'est trier ces agents. Je veux trier cette liste de listes. Et là, du coup, on se pose une question. C'est OK, mais on trie selon quels critères? Selon le prénom? Selon le nom de famille? Selon l'email? Vous voyez, on pourrait ici avoir plusieurs possibilités. Et c'est vrai que sur une liste, on en avait parlé quand on avait fait le tuto spécifique aux listes, oui, on a une méthode, c'est la méthode sort. D'accord ? Si je demande à trier ma liste d'agents, normalement, ça va faire quelque chose. Mais la question, c'est quoi ? Et si ce qui est fait, c'est parce que moi je voulais faire, comment puis-je trier, pourquoi pas, par nom de famille ou par email ? Bon, déjà, première question, est-ce que ça marche ? La réponse est oui, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a fonctionné. Quand il a un itérable, d'accord, c'est ce qui est le cas ici, on a une liste. Je dis itérable parce que ça aurait pu être un tuple. Regardez, là je mets un tuple à la place. Ça ne change rien, il peut parcourir un élément du premier au dernier. Donc du coup, si je relance mon programme, ah oui, alors là, il faudrait que tout soit tuple. Autant pour moi, j'ai fait une petite bêtise, je corrige ma bêtise de suite. Regardez, je relance, et donc c'est pareil, on a bien nos listes qui sont triées. Et donc, que ce soit une liste, un tuple ou quelque chose qui soit itérable, il va considérer la première donnée comme étant la clé de tri pour la collection. Donc il a trié ici clairement par prénom. Allez, je remets mes listes comme c'était à l'origine, pourquoi pas. Très bien. Et donc la question qui suit, c'est ok, mais est-ce qu'on peut trier par autre chose ? Et là, comme ça, pour le moment, on est un peu coincé. Donc là, il faut que vous ayez un réflexe. Si vous ne savez pas comment procéder, le seul réflexe que vous devez avoir, c'est aller lire les docs. D'accord ? Ici, je vais le faire de manière très simpliste. Je vais faire help sur list, .sort. Ça, il faut que vous ayez le réflexe de le faire. D'accord ? Vous auriez pu travailler différemment. Vous auriez pu mettre la souris ici et attendre que l'aide soit affichée et vous retrouviez l'aide à ce niveau-là. Bon, très bien. On a l'aide de la méthode sort. Et donc, sort nous permet de trier de manière croissante ou décroissante les données d'une collection, de la liste. Bon, ça, c'est très bien. D'ailleurs, on voit même qu'il y a des paramètres. D'accord ? Bon, du coup, on comprend mieux l'intérêt de reverse. C'est clair que si là, je fais... J'étais sur la bonne fenêtre. Si là, je fais un sort avec un reverse égale true, je demande à trier dans l'ordre inverse. Donc, je me retrouve avec Légie en premier et Ethan en dernier. Donc ce paramètre, il est clair, c'est l'ordre dans lequel on veut trier. Très bien. Mais on a un deuxième paramètre nommé qui s'appelle keys. Excusez-moi. Et key, c'est quoi ? Key, c'est une fonction. Et donc si cette fonction, elle est fournie,
elle va être appliquée élément par élément dans la liste. Donc dans notre cas à nous, elle va être appliquée 3 fois. Et sur chacune des sous-listes, son job à cette fonction, ce sera de déterminer quel est le critère de tri à utiliser pour réordonner la liste. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire ou pas. Mais en gros, pour faire simple, ça veut simplement sous-entendre que si ici je fais un def et que je crée une fonction que j'appelle sort by last name. Pourquoi pas? Si je lui passe un espion. Et si ici, alors malgré le nom de ma méthode, je ne vais pas trier à ce niveau-là, d'accord? Je veux juste extraire le critère qui me permet de trier, d'accord? Et donc si ici je dis que c'est espy crochet de 0, dans ce cas-là, mon critère de tri sélectionnerait cette colonne-là. Mais moi, je ne veux pas être par prénom, je veux être par last name, par nom de famille. Donc effectivement, du coup, c'est plus la colonne 0, ce qui était par défaut, hein, c'est la colonne 1. Donc très bien, j'ai défini ma fonction qui est mon critère de tri, si vous voulez, que je vais sélectionner sur tous les éléments. Et on vous dit ici, alors je vais trier en ordre croissant, hein, on va remettre l'ordre nominal. Par contre, je vais spécifier ma fonction qui permet de sélectionner le critère de tri. C'est sort by last name. Alors là, il y a un truc où il faut faire attention, c'est si vous vous aidez de la complétion automatique. Regardez, je fais sort by last, je fais CTRL espace, et il m'a complété le nom de ma fonction. Donc ça, c'est très bien. Par contre, là où il m'a joué un petit piège, c'est que là, il m'a mis une paire de parenthèses. Moi, ce que je veux, à ce stade-là, ce n'est pas invoquer la fonction. D'ailleurs, ce n'est même pas ma responsabilité, je ne saurais pas trop sur quoi l'invoquer. Moi, je lui dis simplement, voilà la fonction qui te permettra de déterminer le critère de tri pour chacun des éléments. Mais c'est la méthode sort qui, elle, va l'invoquer élément par élément. Ce n'est pas ma responsabilité à moi. Donc, il ne faut surtout pas qu'à ce niveau-là, vous ayez les parenthèses. Si vous avez mis les parenthèses, ça va être moyen comme résultat. Hein, vous aurez ce genre de choses. Parce que oui, nous on attend un espion. Donc au pire, vous avez balancé quelque chose, je veux bien, mais du coup le tri ne va pas s'organiser correctement. D'accord? Donc vraiment, l'idée c'est de ne rien mettre. D'accord? Vous spécifiez juste que la fonction à utiliser, c'est sort by last name. Par contre, ce n'est pas moi qui l'utilise, ce sera l'algorithme sort. D'accord? Et c'est lui en interne qui s'amusera à l'invoquer sur chacun des éléments. Regardez, là vous pouvez faire un print used with ou called, allez, pourquoi pas, with, et là je vais mettre l'espion en question. Si vous lancez le programme comme ça, on voit bien qu'avant de faire le tri, il a d'abord appelé la fonction sur chacune des valeurs de la liste. Bon, chacune de ces valeurs étant elle-même une sous-liste. Bon, du coup, il a déterminé pour chacune d'entre elles le critère de tri à utiliser. À partir de là, il a ordonnancé la collection, mais cette fois-ci, vous le voyez, par les noms de famille. Et donc, bien entendu, je n'ai pas le E en premier. Regardez, j'enlève à ce niveau-là le critère de tri. Voilà, je relance, et donc j'ai j'ai E, JJ. D'accord, je remets mon critère de tri. Voilà, je relance le programme. Là, j'ai JE. Donc on est bien cette fois-ci classé par nom de famille. Et Bourne étant bien après Bond, bien entendu. Bon voilà comment vous pouvez contrôler le tri au niveau d'une liste. Avec la méthode sort. Très bien pour ça. C'est clair, ça fonctionne, pourquoi pas. Mais du coup, là où ça m'embête, c'est que cette fonction, s'il faut, je m'en sers que pour un coup. Je m'en sers que pour là. D'accord ? Et on a la fameuse PEP8, vous vous en souvenez. La PEP8, elle dit quoi ? Elle dit que quand on définit une fonction, on aime bien qu'avant la définition de la fonction, on ait un double retour à la ligne, et on aime bien aussi qu'après une fonction, on ait un double retour à la ligne pour aérer un petit peu les codes. Et donc des fois, je n'ai pas forcément grand-chose à faire, mais il faut que je mette ça ailleurs que à ce niveau-là. Et ça m'oblige aussi à formater un petit peu mon code et ainsi de suite. Donc des fois, pour pas grand-chose, ça m'augmente quand même considérablement la taille de mon petit script.
Voilà. Presque mon tri, ça prend autant de place que le reste du programme quasiment. À cause du formatage. Bon, ben c'est là que la notion de fonction lambda ou de fonction anonyme va pouvoir prendre son intérêt. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette fonction. On va l'arrêter. Cette fonction, on est bien d'accord, elle n'était pas anonyme, hein, elle avait un nom. Elle était nommée, cette fonction, elle s'appelait sort by last name. Bon, ben, j'en veux plus. Donc je la prends de là, allez, je vais la mettre au-dessus pour pas qu'elle m'embête. Voilà, et puis surtout, je vais la commenter, je ne veux plus la voir. Très bien. Donc on se retrouve ici à avoir notre liste d'espions, voilà, et à vouloir trier ma liste d'espions. Ben, partout où quelque chose attend une fonction, partout où une fonction est attendue, ce qui est mon cas ici, hein, pour rappel, on nous dit bien on attend une fonction. Ben, partout où vous attendez une fonction, ben, à la place, vous pouvez passer ce qu'on appelle une lambda. Alors ça s'introduit via un nouveau mot-clé. C'est le mot-clé lambda. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tuto précédent, je vous ai appris à faire un help sur keywords. Bon, ben là, vous avez tous les mots-clés du langage Python qui vous sont proposés. D'accord ? Ben, plus on avance, plus on en connaît. Ben, tiens, maintenant, il y a le fameux lambda qui est ici, qu'on ne connaît pas encore. Bon, ben, il va falloir apprendre à jouer avec. Très bien. Donc, que fait le mot-clé lambda? Ah oui, je me disais, il y a un truc qui m'embête. J'avais bloqué 3 instants parce que je cherchais celui qu'on avait vu le coup d'avant, mais il était une ligne en dessous, il était caché. J'avais pas fait attention, mais il me manquait cette ligne-là, ça m'embêtait. Très bien, bon, ceci étant réglé, je réduis mon écran et donc, comment définit-on une lambda? Donc, une lambda, c'est une fonction anonyme. Pourquoi elle est anonyme? Parce qu'en gros, elle va servir que pour une fois. C'est une fonction qui sert à un endroit unique. Donc si elle sert que pour une fois, on se dit que ce n'est pas forcément nécessaire de la nommer, parce qu'on ne va pas la réutiliser. Un nom de fonction est utile quand on l'utilise à plein d'endroits. Mais si on a besoin d'une fonction à un endroit unique, le simple fait de la déclarer à cet endroit-là pourrait, pourquoi pas, suffire. Alors vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi on ne fait pas directement un def? Pourquoi on ne ferait pas def rien, voilà, en disant qu'on prend spy, pourquoi pas, et qu'on retourne, imaginons, ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir spy, crochet de 0, ou crochet de 1. Tout simplement parce que déjà ça ne marche pas. Alors vous pouvez me dire c'est parce qu'on n'a peut-être pas mis de nom, donc je mets un nom bidon, sort, by, last name, pourquoi pas. Mais vous voyez, la réponse est non, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre def à ce niveau-là. Une définition se code obligatoirement en dehors d'un appel de fonction. On ne peut pas cumuler les choses à ce niveau-là. Par contre, on peut faire une lambda. Alors notez que ce n'est pas encore parfait. Pourquoi? Parce que ma lambda, comme j'étais en train de le dire, donc, elle ne doit pas avoir de nom. Donc, je ne vais pas lui mettre de nom. Après, une fonction, elle prend quoi après le nom? La plupart du temps, on a la liste des paramètres entre parenthèses. En tout cas, c'est ce qu'on fait quand on définit une bonne vieille fonction. Si vous utilisez la syntaxe des lambda, d'accord, on vous a retiré les parenthèses à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez commencé à dire lambda quelque chose, jusqu'aux 2 points, ce qu'on a là, ce sont les paramètres de la lambda. Moi, ça m'embête qu'il n'y ait pas les parenthèses parce que j'utilise plein d'autres langages de programmation dans lesquels on a des lambdas et quasiment partout, on a toujours les parenthèses pour définir les paramètres. Je trouve que c'est propre. Ça me manque un petit peu, mais au cas où vous chercheriez à le faire, ça va poser problème. Et comment faire si vous avez plusieurs paramètres? Dans ce cas-là, vous les séparez simplement via des virgules. De toute façon, lui, il va aller jusqu'au prochain 2 points. D'accord? Donc ça, c'est légal, il n'y a pas de problème. Sauf que là, on le sait. Sort, quand il va utiliser cette fonction que je suis en train de définir, il ne passera qu'une seule information par appel. Donc il faut bien entendu que je sois cohérent. Si moi je rajoute un paramètre supplémentaire, regardez, ça ne se passe pas bien. Parce que quand sort a cherché à faire l'appel,
d'accord, il a oublié de passer un paramètre pour b. Donc il faut que la définition de votre fonction match, corresponde avec ce qui va en être fait à l'endroit où elle sera utilisée. En l'occurrence ici c'est dans sort. D'accord, donc je mets bien qu'un seul paramètre. Et sur une fonction normale, j'avais oublié, mais normalement on met un return. D'accord. Et une lambda, si vous voulez, c'est une petite fonction d'appoint. On va l'utiliser à un endroit bien précis. D'accord. Et cette petite fonction d'appoint, normalement, elle est censée produire un résultat. Une lambda, elle calcule obligatoirement une donnée en sortie. On ne peut pas faire ce qu'on appellerait l'équivalent d'une procédure. D'accord, on ne peut faire que des fonctions qui calculent un résultat. Et donc, du coup, ils ont décidé de réduire la syntaxe des lambdas à sa plus simple expression. Et donc, si le return était obligatoire sur une lambda, pourquoi le taper? C'est ce qu'ils se sont dit. Et donc, il ne faut surtout pas mettre de return au niveau d'une lambda. Mais comprenez que ce que vous avez du coup ici, alors ça ne peut être qu'un calcul. Dans une lambda, on met un calcul. D'accord, ce calcul doit produire un résultat, et ce résultat, c'est votre valeur de retour. Et donc, ce que je mets en surbrillance ici, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on avait au niveau du return à ce niveau-là. On retrouve exactement la même chose. Et cette toute petite fonction d'appoint qui me permettait juste d'extraire mon critère de tri, notez que je me suis permis de le déclarer à la volée à l'endroit où j'en avais besoin, directement dans un appel à sort. C'est-à-dire que j'invoque une méthode en passant une fonction que je déclare à la volée. Là, on a une déclaration de fonction à la volée et qui est repassée à la méthode sort. Bon, mais depuis que je parle, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fini par régler tous mes petits problèmes. Tiens, il n'y a aucune erreur de syntaxe, donc ça veut bien dire que la syntaxe est parfaitement supportée. Regardez, je fais bouton droit Run. Bon, j'ai bien mes éléments qui sont triés par nom de famille. Regardez, je change mon critère de tri. À ce niveau-là, je mets un 2, je relance. Et donc cette fois-ci, on est trié par email. Allez, regardez, je fais une dernière petite variation pour vous montrer plein de cas d'utilisation de ce genre de choses-là, mais j'aurais pu chercher à trier une liste qui contenait des dictionnaires. D'accord ? Ici, on aurait pu imaginer qu'on ait les entrées first name. Pourquoi pas ? Je vais finir par arriver à le taper correctement. Voilà, regardez, je récupère tout ça, voilà, et je le colle vite fait ici. CTRL-V, CTRL-V. Du coup, ça, c'était mes last name. Voilà, j'en fais de même. Je recolle ça devant tous mes noms de famille. Et puis, à la fin, on avait nos emails. Pourquoi pas. Voilà, 2 points, et je recolle ça. Je ne sais pas si je l'ai bien copié. Voilà. Et donc, je remets ça, vous voyez, au niveau de ma troisième information. Et puis, tout ça, ce sont des dictionnaires. Regardez, je commente la ligne qui est ici. Je remets juste un spice.sort. Là, c'est pas comme tout à l'heure. Sur quelque chose qui est itérable, il va considérer le premier élément. Par contre, là, il n'est pas capable de comparer des dictionnaires. Là, c'est pire que tout à l'heure, c'est que ça ne marche pas. Donc, je suis obligé de lui passer le critère de tri. Donc, je remets ma key. C'est encore une fois une lambda qui va s'appliquer sur un de mes dictionnaires. D'accord ? Mais du coup, ça, maintenant, c'est un dictionnaire. Donc, si c'est un dictionnaire, je ne vais plus utiliser des crochets avec une valeur numérique, mais je vais utiliser des crochets avec le nom de la colonne que je veux utiliser pour le tri. Regardez, là je dis que je veux trier par last name, je relance mon programme et donc nous avons tout trié par nom de famille. Bon, ces fameuses lambdas, vous verrez, il y a plein d'endroits où on peut en avoir besoin. Alors sort, c'est un exemple, c'est l'exemple peut-être le plus classique, mais vous verrez que partout où vous attendez une fonction en paramètre, vous pourriez passer à la place une lambda et vous pourriez déclarer cette lambda directement à l'endroit de l'appel. Regardez, je vous montre un petit souci de PEP8, mais là vous pourriez imaginer faire L pour lambda égale et définir votre lambda à ce niveau-là pour après l'utiliser. D'accord ? Et là, je pourrais utiliser L, pourquoi pas. Lambda, allez.
L étant, là il me dit que le mot-clé est c'est une variable qui est déjà existante quelque part. Donc voilà, je fais ça. Et là, on aura un autre message à ce niveau-là. Et donc il me dit quoi? Il me dit qu'une PEP, c'est pas fait pour ça, quoi. Quoi, une PEP, excusez-moi, une lambda, c'est pas fait pour ça. D'accord? La PEP 8 me dit que si j'utilise une lambda, c'est pour l'utiliser de manière anonyme à l'endroit où j'en ai besoin. Si je crée une lambda et que je la nomme, grosso modo, ça s'appelle une fonction. Hein. Donc il me dit, au lieu de faire une lambda, dans ce cas-là, coder directement une fonction. Use a def. On est d'accord? Donc voilà, évitez ce genre de choses-là. La PEP 8 n'aime pas trop que vous fassiez ce genre de choses. Et donc, très bien, je remets ma lambda à l'endroit escompté. Et normalement, tout devrait de nouveau refonctionner. Bon, voilà qui clôt cette première sensibilisation au lambda. Vous verrez dans les futurs tutos qu'on parcourra, de temps en temps, j'utiliserai ce genre de choses-là. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser à plein d'endroits. Donc, nous recroiserons plein de lambda dans les futurs tutos à suivre. Voilà. Bon, dans tous les cas, n'oubliez pas, si vous voulez retrouver un petit peu plus d'informations sur mon site cours.fr, au niveau de la section Python. Bon, à ce niveau-là, vous retrouvez tout le tuto, d'accord, avec tous les chapitres couverts, d'accord. On en était à l'utilisation des lambdas, d'accord. Bon, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto sur le typage de vos fonctions. Point très important, je vais essayer de m'expliquer, on y reviendra très rapidement. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à repartager la vidéo. Puis de toute façon, je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt. Bye.